Pour débuter ce diaporama, j'ai choisi une image qui est peut-être pas la plus spectaculaire qu'on puisse avoir dans ce secteur, qui n'est pas non plus la plus spectaculaire, de celle de tous les diaporamas des années passées, mais elle a l'avantage d'être extrêmement parlante par rapport à l'histoire géologique qu'on va évoquer. Bon, c'est une image qui est prise donc du sommet du mont Ventoux. C'est quand on y était monté, je pense à l'automne 2019. Voilà, donc on regarde ici vers l'est, et d'ailleurs, les seules traces de vie que vous pouvez voir sur cette image, je ne sais pas si vous les voyez ici, c'est 2 cyclistes. Bon, parenthèse refermée, quand on regarde vers l'est depuis le sommet du mont Ventoux, on est frappé par cette longue crête que vous voyez ici, qui s'étend sur une quarantaine de kilomètres vers l'est à peu près, jusqu'à ce sommet que vous voyez ici à l'horizon, qui est la montagne de Lure. Cette, crête que j'appellerais, ensuite, l'aride Ventoux-Lure ou l'axe Ventoux-Lure est vraiment l'élément, majeur du paysage dans ce secteur et sépare alors au nord un domaine qu'on voit, assez mal sur cette image, qui correspond aux Baronnies, à la Drôme provençale, hein, des altitudes moins élevées mais surtout un relief beaucoup plus accidenté et puis après vers le sud, hein, vous avez cette immense zone plane qui est le plateau d'Albion et qui lui descend très régulièrement, hein, jusqu'à la vallée du Calavon à Apt et puis au sud et invisible sur cette image, face à cet axe Ventoux-Lure, on a un deuxième relief très marquant qui est le Luberon. Voilà, donc ça c'est tout le secteur, hein, dans lequel on va se promener pendant une semaine et vous allez voir dans la suite de ce diaporama que l'histoire géologique de ce secteur se résume en gros à l'histoire de cette ride Ventoux-Lure, quand est-elle apparue et comment s'est-elle petit à petit accentuée pour acquérir son aspect actuel? Alors je commence par une image du relief, hein, très large, c'est tout le sud-est de la France. Donc là j'ai mis les divisions administratives. Alors la ride Ventoux-Lure, elle est ici, là. Voilà, donc nous on va être essentiellement entre, l'est du département du Vaucluse, le sud-est du département de la Drôme et puis l'ouest des Alpes de Haute-Provence. Alors j'enlève tout de suite les limites administratives. Voilà, ici on n'a plus que le relief. Alors je rajoute les principales préfectures régionales. En fait, j'ai oublié Digne, qui serait, quelque part par là, je crois. Voilà et le point rouge ici, c'est Sceaux, où nous sommes exactement. Donc le secteur qui nous intéresse, hein, l'Aride Ventoux-Lure, le Luberon est, assez bien circonscrit. Alors il est limité à l'ouest par la vallée du Rhône et il est limité à l'est et au sud par la vallée de la Durance, qui est donc le plus important affluent de rive droite du Rhône avant son embouchure, en Camargue. Voilà, vous voyez que la Durance, en fait, a un tracé qui est à peu près parallèle à celui du Rhône, nord-sud, avant d'opérer un virage spectaculaire ici, au sud du Luberon, pour rejoindre le Rhône juste au sud d'Avignon, à peu près à cet endroit-là. Donc ce secteur, hein, qui a une histoire géologique relativement distincte de tout ce qu'il y a autour, alors est séparé par le Rhône, bah, évidemment du Massif central, à l'est et de sa marge sud-est qui sont les Cévennes. Alors on a ici les Cévennes, schisteuses, métamorphiques et puis ici les Cévennes calcaires. En fait, ce sont tous les plateaux calcaires ardéchois avec les gorges de l'Ardèche que vous voyez ici. Ça, c'est le secteur où on était en 2019 et vous pouvez reconnaître également ici le plateau du Coiron basaltique, sur lequel nous sommes également allés en 2019. Et puis ensuite la Durance nous sépare, alors à l'est d'un domaine alpin au sens large, sur lequel, je vous donnerai pas plus de détails parce que ça mènerait beaucoup trop loin d'un point de vue géologique. Et puis la Durance nous sépare au sud de la Provence. Alors Provence calcaire qui s'étend en gros de l'étang de Berre jusqu'à la presqu'île de Giens ici. Et puis ensuite entre la presqu'île de Giens et Nice, c'est la Provence cristalline avec le massif des Maures et le massif de l'Estérel et du Talon. Et donc notre secteur, enfin celui qui va nous intéresser cette semaine, hein, qui est donc entre le Rhône et la Durance, alors correspond à ce que j'appelle le Luberon au sens large, entre l'axe Ventoux-Lure et le Luberon au sens strict, avec au nord donc les Baronnies, dont j'ai déjà dit quelques mots tout à l'heure sur la diapositive d'ouverture. Les Baronnies passent vers le nord insensiblement à ce qu'on appelle le Diois, et puis on a des reliefs un peu plus vigoureux,
vers le nord, en fait, à la limite de cette carte, hein, qui sont les reliefs du Vercors, mais qu'on devrait normalement voir très bien du sommet du mont Ventoux ou de Cosmodrome dans les Baronnies. Alors j'enlève toutes ces petites étiquettes-là. On va s'intéresser à cette échelle très large aux, lignes droites, aux directions qu'on voit apparaître sur cette carte et qui déjà nous renseignent, hein, sur l'histoire géologique de ce secteur. Bon, ce qui est absolument frappant, hein, c'est cette ligne droite très nette ici qui correspond en fait à l'escarpement des Cévennes, à la faille des Cévennes et au fossé d'Alès, heu, dont on avait très largement parlé donc en 2019. Et alors, de l'autre côté de la vallée du Rhône et à peu près parallèle, on trouve un alignement ici qui correspond à la moyenne vallée de la Durance et qui est également une faille, alors qu'on appelle, la faille de la Durance ou la faille d'Aix-en-Provence, hein, puisque, elle vient se terminer ici dans le secteur d'Aix-en-Provence. On voit que ces 2 failles délimitent un couloir, alors qui est relativement large, hein, qui fait, une centaine de kilomètres de large et qui globalement est un secteur, alors effondré, dans lequel on va avoir des formations qui sont beaucoup plus jeunes que ce qu'on a ici dans le Massif central ou dans la Provence, cristalline, qui sont des terrains beaucoup plus anciens, hercyniens. Et d'ailleurs cette année, hein, on ne parlera absolument pas de l'histoire hercynienne dans le secteur qui nous concerne. Alors dans ce couloir, entre ces 2 failles là qu'on voit très nettement, il y a un autre alignement spectaculaire et qui joue un rôle, important dans notre, histoire. Alors vous le voyez ici démarrer, du secteur de Sète et puis rejoindre ici l'est du mont Ventoux. Alors je l'ai mis ici en pointillé, c'est ce qu'on appelle la faille de Nîmes ou plutôt les failles de Nîmes parce qu'en réalité ça correspond à 2 failles parallèles, séparées de quelques dizaines de kilomètres de large, enfin 10-20 kilomètres et qui forment un couloir qu'on devine assez bien ici là, dans le secteur justement de Nîmes et d'Avignon. Et puis enfin, dernier alignement qu'on voit très bien, sur cette carte, qui correspond en fait à la terminaison, ouest très brutale là de tous ces massifs. Voilà, ça correspond en fait à l'endroit où on a la source de Fontaine de Vaucluse. Voilà et ça, c'est ce qu'on appelle la faille de Cavaillon, qui est ici, ou Salon de Provence. Toutes ces directions en noir, hein, correspondent en fait à une extension, correspondent à l'ouverture de l'océan alpin, enfin, font partie de cette histoire-là. Et puis alors après, on a toujours à cette échelle-là une deuxième direction différente, marquée donc par cet axe Ventoulure qui est ici. Et alors ça, je vous l'ai dit, assez, souvent les années précédentes, hein, cet axe Ventoulure se prolonge vers l'ouest, au-delà de la vallée du Rhône, par le mont Lozère qu'on voit ici. D'ailleurs, hein, le mont Lozère et l'axe Ventoulure sont limités au nord par une faille, la faille d'Orsières et ici la faille, nord du Ventoux. Bon, cette structure se prolonge en fait vers l'ouest jusque dans la région de Decazeville, hein. Et puis ici, on voit qu'elle pourrait également avoir des prolongements ici vers l'est jusqu'en Italie. Et cette direction, on la retrouve dans tout un tas de petites chaînes vers le sud. Alors évidemment le Luberon qui est là, c'est pas exactement parallèle, mais c'est quand même globalement la même direction. Ici, on a les Alpilles et je me souviens plus comment s'appelle ce massif. Encore un autre alignement un peu plus au sud, qui correspond en particulier à ce relief que vous voyez là, qui est la montagne Sainte-Victoire, à côté d'Aix. Et puis ensuite, on a des alignements dans la région de Marseille, avec en particulier ici la chaîne de la Sainte-Baume. Bon, tout ça, alors ce ne sont pas des structures en extension, ce sont des structures en compression et tout ça, c'est parallèle aux Pyrénées. Et donc ça, c'est l'histoire de la formation de ce qu'on appelle la chaîne pyrénéo-provençale. Voilà, ouverture de l'océan alpin, formation de la chaîne pyrénéo-provençale et on a à peu près, tous les grands événements de l'histoire géologique de ce secteur. Bon, on y reviendra beaucoup plus tard. Pour l'instant, j'oublie la géologie et on va revenir sur alors non, j'oublie pas totalement la géologie, voilà, ça c'est la carte géologique de France générale sur laquelle vous retrouvez, la faille des Cévennes, la faille de la Durance. Vous retrouvez ce couloir de terrain beaucoup plus récent. Alors le vert, c'est du Crétacé, donc la toute fin de l'ère secondaire et puis le jaune, c'est l'ère tertiaire. Et ce que vous avez de part et d'autre, dans le Massif central, vous avez les terrains métamorphiques hercyniens et vous retrouvez ici les terrains hercyniens dans le Massif des Maures. La faille de Nîmes est visible ici en pointillé et également ici, là, vous avez la faille de Salon-Cavaillon. Et puis vous retrouvez cet axe Ventoulure ici la faille d'Orsières au nord du mont Lozère.
Alors on va s'intéresser de façon plus détaillée, hein, à la morphologie et la géographie du secteur qui nous intéresse. Alors vous retrouvez ici l'axe d'entourure, ici vous avez le Luberon qui encadre la zone qui nous intéresse. Je vous ai mis les principales agglomérations qui sont en fait essentiellement dans les zones basses, vallée du Rhône entre Vaison-la-Romaine au nord, Carpentras, L'Isle-sur-la-Sorgue et Cavaillon. Des agglomérations également dans la vallée de la Durance entre Sisteron, Forcalquier et Manosque. On a la ville d'Apt, ici un peu plus au sud de Sceaux. Par contre, tout le secteur ici autour de Sceaux, où les altitudes sont plus élevées, il n'y a pas véritablement d'agglomération importante. Alors évidemment, le relief marquant de ce secteur, c'est le mont Ventoux. Le mont Ventoux, il culmine à 1909 mètres, ce qui est en fait de loin le point culminant de toute cette zone provençale. Et en fait, le mont Ventoux, il est un tout petit peu plus haut que plus haut sommet du Massif central, qui est le Puy de Sancy, à 1885 mètres, mais vous voyez que c'est à peu près pareil. À l'autre extrémité de cet axe Ventoux-Lure, on a ici la montagne de Lure, qui elle est à 1825 mètres d'altitude. Bon, c'est une centaine de mètres de moins et c'est comparable au deuxième sommet du Massif central, hein, qui est le plomb du Cantal, au sommet duquel on était l'an dernier. Et puis entre les 2, ici, hein, vous avez une zone qui est un peu moins élevée, qu'on appelle la montagne d'Albion et qui culmine vers 1400 mètres. Alors faisant face au Ventoux vers le sud, hein, vous avez ce second relief qui est beaucoup moins élevé, mais qui est quand même très, très bien individualisé et qui est un des autres traits marquants du paysage, c'est le Luberon. Alors le Luberon, en fait, il est divisé comme cet axe Ventoux-Lure en 3 sous-sections. La partie la plus élevée est ici au sud-est d'Apt, c'est ce qu'on appelle le Grand Luberon, dont le point culminant doit être autour de 1100 mètres. Alors on n'ira pas jusqu'au Grand Luberon, mais on le verra très souvent dans le paysage et ce qui est vraiment frappant sur le Grand Luberon, hein, c'est ce flanc nord. Vous voyez toutes ces petites vallées qui lui donnent en fait dans le paysage un aspect de tôle ondulée qui est tout à fait, caractéristique. Le Grand Luberon se poursuit donc vers l'ouest par le Petit Luberon. Il en est séparé par ce qu'on appelle ici la combe de Lourmarin, alors qui aurait été un endroit très intéressant à aller voir. Malheureusement, on ne peut pas tout aller voir, hein. Le Petit Luberon, il est beaucoup moins élevé, il s'arrête, assez nettement ici, là, à l'est de Cavaillon. On doit être autour de 600-700 mètres d'altitude et c'est là qu'on a vraiment tous les villages célèbres du Luberon, hein, Ménherbe, Lacoste, Beaugneux. Auquel fait face le village de Gordes ici, au nord. Voilà, donc ça en fait, c'est ce qu'on appelle le triangle d'or du Luberon. Et puis ici vers l'est, donc le Grand Luberon se poursuit par le Luberon oriental, entre Manosque et Forcalquier et là on doit être autour de 800 mètres d'altitude, je pense. Voilà, donc on a toute une zone ici, hein, qui est, assez bien encadrée par ces 2 reliefs, séparés, donc au sud, hein, des chaînes provençales, au nord des baronnies dont je vous ai déjà dit quelques mots tout à l'heure sur la diapositive d'ouverture. Alors je voudrais juste insister là sur ce petit relief que vous voyez ici, qui est un espèce de satellite du mont Ventoux vers le nord, qui s'appelle la montagne de Bluy, qui doit être autour de 1000 mètres d'altitude. Voilà, et qui en fait, hein, vous le voyez, est, assez distincte du reste des baronnies. Bon, simplement la montagne de Bluy, hein, pour tous ceux d'entre vous qui se sont promenés abondamment dans le Massif central, et c'est la majorité d'entre vous, quand on voit le mont Ventoux, en fait, on le voit sous cet aspect-là. Alors ça, c'est une image que j'ai prise, hein, cet été en descendant de Montselgue, vers Joyeuse. Et on voit toujours assez nettement, hein, cette espèce de petit épaulement là sur le flanc nord du mont Ventoux qui correspond justement à la montagne de Bluy. Bon, alors entre le Luberon et le mont Ventoux, on a une ligne de relief ici, à peu près à mi-chemin, intermédiaire, qui s'étend du secteur de Fontaine de Vaucluse jusque vers Rustrel et qui s'appelle les monts de Vaucluse. Heu, enfin c'est un terme un peu plus vague. Et donc on a un domaine au nord des monts de Vaucluse et un domaine au sud. Alors au sud, on voit que les altitudes sont beaucoup plus basses et ça correspond en fait à la vallée d'une rivière dont on parlera tout à l'heure. Donc c'est une zone en creux, donc topographiquement, mais c'est également un creux au sens géologique puisque c'est un synclinal. Donc on en reparlera, ce qui s'appelle le synclinal d'Apt qui va en gros du secteur de Cavaillon, Île-sur-la-Sorgue jusqu'à Forcalquier et à la vallée de la Durance. Et puis alors au nord, entre les monts de Vaucluse et la rive de Ventoulure, ce grand secteur-là est assez nettement découpé en 3 parties par des fossés, que vous voyez très, très bien sur cette image. Il y en a un autour de Sceaux et puis il y en a un peu plus à l'est. Alors le fossé,
de Sceaux, mais en fait, il est très, très bien marqué morphologiquement. C'est le fossé de Sceaux-Aurel et ça correspond en fait à un géologiquement à ce qu'on appelle un graben, un fossé d'effondrement entre 2 failles. Donc c'est vraiment une structure qui est très, très belle, hein. C'est une petite plaine d'Alsace ou une petite limagne locale. On aura l'occasion de la voir, assez largement. Alors elle se poursuit ici vers le sud par toute une série de petits fossés un peu moins bien visibles à cette échelle, mais dont celui au sein duquel se niche l'abbaye de Sénanque, qu'on verra donc le mercredi matin. À l'ouest du fossé de Sorel, mais vous avez cette espèce de grand amphithéâtre là au sud du mont Ventoux, hein, qui, fait face à Carpentras. Bon, que j'appelle le bassin de Mormoiron parce que, normalement, on devrait passer pas mal de temps à Mormoiron. Enfin voilà, c'est pas véritablement un nom, comment dire? «officiel» entre guillemets et à l'est du fossé de Sceaux, vous avez cette zone-là, où il y a pratiquement pas de relief, donc c'est le fameux plateau d'Albion que vous avez vu sur la première image et le plateau d'Albion, on voit qu'il est limité à l'est par une série de fossés qui sont parallèles à celui de Sceaux-Aurel. Alors ces fossés s'appellent, le champ de fracture de Banon. Banon étant un village, hein, qui est à peu près là au niveau de Montpointeur. Bon, on verra pas véritablement ce champ de fracture de Banon, on verra juste un de ces fossés qui est celui là le plus au sud-ouest, qui est le fossé correspondant au village de Simiane-la-Rotonde. Voilà, où on verra qu'effectivement on a bien, voilà une zone, centrale effondrée, limitée par les reliefs sur les 2 bordures. Bon et puis après là, à l'est, en fait, c'est juste le flanc sud de la montagne de Lure et le synclinal d'Apt, en fait que, bah, il y a rien de véritablement individualisé dans ce secteur. Alors je vais terminer en rajoutant tout ce qui se passe ici, tout à fait, à l'ouest de la carte. Donc en fait, on a ces reliefs qui s'arrêtent là brutalement le long de la faille de Salon-Cavaillon et puis ensuite on passe à une zone basse, qui en fait est la plaine du Comtat vénessin, qui va jusqu'à Avignon et jusqu'à la vallée du Rhône. Et puis alors au nord ici, là, on a un un massif tout à fait, à part. Alors qui est dominé par ces 3 reliefs que vous voyez ici là, qui sont vraiment des éléments marquants du paysage spectaculaire, qui sont les dentelles de Montmirail. Donc ce sont 3 falaises, enfin 3 comment dire? 3 éperons de calcaire jurassique redressés à la verticale. C'est vraiment quelque chose de tout à fait, marquant et différent de ce qu'il y a autour. Voilà, en fait, les dentelles de Montmirail ne sont que la partie, la plus visible d'un massif, tout à fait original qui, en fait, s'appelle le massif de Suzette-Gigondas. Suzette du nom d'un village où on sera, mardi en début d'après-midi et Gigondas où on n'ira pas, qui est un peu plus au nord, mais que la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent pour sa spécialité locale. Quelques mots maintenant sur, bah, les rivières. Alors j'ai déjà parlé du Rhône qu'on ne voit pas, pardon. Ici donc vous avez la vallée de la Durance, donc qui rejoint le Rhône, en dehors du cadre de l'image, hein, un peu plus à l'ouest de Cavaillon. Donc vous voyez que la Durance en fait elle contourne le Luberon par le sud, elle passe au sud de Cavaillon. Et puis alors, on a un deuxième affluent de rive droite du Rhône, donc vous voyez juste un tout petit morceau ici, du cours de la vallée, tout à fait dans l'angle nord-ouest qui passe par Vaison-la-Romaine, c'est l'Ouvèze. Bon, qui est célèbre, hein, pour la crue, catastrophique, de Vaison-la-Romaine, dont je me souviens plus exactement de l'année, mais que tout le monde a encore dans les esprits. Tout le secteur qui nous intéresse est drainé par des rivières qui se jettent soit dans la Durance, soit dans l'Ouvèze, avec une ligne de partage des eaux qui, en gros, correspond à l'axe des monts de Vaucluse et rejoint ici la montagne de Lure. Alors au sud, parce que c'est relativement simple, on a juste une rivière qui prend naissance là au sud, sur le flanc sud de la montagne de Lure, par tout un tas de petites, ruisseaux parallèles qui suivent justement ces fossés. Alors, près de leur source, ça s'appelle des ravins. Les ravins se rejoignent un petit peu à l'aval de Banon pour former cette rivière, donc qui s'appelle le Calavon. Le Calavon file parallèlement à la Durance vers le sud, il bute ici contre le Grand Luberon et donc il oblique vers l'ouest, il passe par Apt et en fait il rejoint la Durance juste, ici là après Cavaillon, au nord de cette petite colline, enfin plutôt à l'ouest. Pour l'anecdote, à partir d'Apt, entre Apt et Cavaillon, le Calavon a 2 noms, il s'appelle soit le Calavon, soit le Coulon et apparemment il n'y a pas de zone géographique correspondant à un nom ou à l'autre.
Et puis alors au nord des monts de Vaucluse, ici, eh beh, toutes les rivières sont tributaires de l'Ouvèze. Alors au nord du mont Ventoux, vous voyez cette vallée-là qui est très, très bien marquée, c'est un petit affluent, alors qui prend naissance là, au nord de Montbrun-les-Bains et qui oblique ensuite en suivant donc le pied, nord du Ventoux et qui vient se jeter dans l'Ouvèze un peu avant Vaison-la-Romaine. Donc ce petit ruisseau s'appelle le Toulourenc et en fait les gorges du Toulourenc, hein, on y sera, une bonne partie de la journée de vendredi. Au sud de l'axe du Ventoux, tout ce grand bassin de Mormoiron là est drainé par 2 rivières qui s'appellent la Mède. Alors celle-là s'appelle parfois la Grande Levade. J'ai pas bien compris quelle est la différence entre les 2 ou s'il y a une distinction géographique, peu importe. Et donc l'Ozon qui lui passe par Carpentras et en fait on passera plusieurs fois dans la semaine à Ville-sur-Ozon. On voit ensuite une troisième rivière, alors dont on voit très, très bien le tracé. Elle prend naissance en fait à quelques kilomètres au nord de Sceaux. On verra d'ailleurs sa source dès le dimanche après-midi. Elle circule donc vers le sud dans le fossé de Sceaux, elle s'enfonce ensuite dans des gorges spectaculaires ici, là, au sud du Ventoux, avant de rejoindre, la plaine du Comtat au sud de Carpentras. Alors cette rivière s'appelle la Nesque et elle a la particularité, hein, sur son cours supérieur d'être, temporaire. C'est-à-dire que, parfois elle est à l'air libre et parfois ce sont des écoulements souterrains parce qu'en fait elle est à la limite là de tout ce grand secteur, alors qui est au sud du Ventoux, Lure, et au nord des monts de Vaucluse. En gros, c'est le plateau d'Albion, mais un peu plus large que ça. Et en fait, ça, c'est une immense zone karstique, donc enfin, c'est-à-dire des circulations souterraines qui, convergent et qui, toutes ressortent au niveau de la résurgence ici, de Fontaine de Vaucluse, pour donner naissance à la Sorgue et en fait, c'est les Sorgues parce qu'il y en a plusieurs et le tracé des Sorgues, hein, dans la plaine du Comtat est particulièrement complexe. Alors le bassin versant, hein, de cette résurgence-là de Fontaine de Vaucluse fait ce qu'on appelle l'impluvium. Il est vraiment immense, hein, vous l'avez, délimité sur cette image-là. Voilà, donc je vous dis au sud de l'aride Ventoulure, tout le plateau d'Albion, ça déborde vers l'ouest et vers l'est et puis jusqu'au mont de Vaucluse. Vous voyez donc une surface qui fait 1 200 km². Pour vous donner un ordre d'idée, le Causse du Larzac fait 1 000 km² et le Causse Méjean, que la plupart d'entre vous connaissent bien, ne fait qu'un peu plus de 300 km². Donc on est vraiment sur quelque chose de bien plus important. Et alors, pour en parler tout de suite, enfin ça m'évitera d'en reparler après, la particularité de ce karst, alors comme tous les karsts, hein, voilà, ça correspond en fait à une importante, épaisseur de dépôts calcaires perméables qui font que toutes les eaux s'infiltrent, donc il y a pratiquement pas d'écoulement aérien. Toutes les eaux s'infiltrent dans des gouffres qui sont parfois, des avennes, des gouffres ouverts, parfois, colmatés sous forme de dolines. Bon. Et puis donc toutes ces circulations souterraines finissent par ressortir au niveau de résurgence, en général dans les points bas, dans les vallées et en fait, hein, le niveau de base de ce réseau karstique correspond plus ou moins à l'altitude de la résurgence. La particularité du karst, hein, de Fontaine de Vaucluse, c'est que, la base du réseau karstique, ce que vous voyez ici là, est bien plus profonde que la résurgence. Donc en fait, hein, quand les eaux sortent à Fontaine de Vaucluse, elles sont sous pression, donc en fait, c'est ce qu'on appelle une source vauclusienne et le nom d'ailleurs vient de là. Pourquoi est-ce que le niveau de base de ce karst est beaucoup plus bas que, la résurgence? Tout simplement parce que, à une époque très récente, hein, entre 5 et 7 millions d'années, la, Méditerranée s'est asséchée à plusieurs reprises, ce qui a obligé toutes les rivières qui se jettent actuellement en Méditerranée à creuser très profondément et ensuite quand la Méditerranée a été remise en eau, du coup, en fait, les résurgences se sont retrouvées beaucoup plus haut que les niveaux de base de l'érosion. Voilà, donc hein, c'est vraiment l'archétype des sources vauclusiennes. Effectivement, le nom vient de là. Alors avant de terminer sur la morphologie, juste une petite parenthèse, hein, pour vous dire qu'on est à la limite d'un parc naturel, régional, celui du Luberon et qu'à ce parc naturel est associé un géoparc dont vous voyez les limites ici. Alors vous voyez qu'il est essentiellement centré sur la montagne de Luberon avec le synclinal d'Apt au nord, on va jusqu'au mont de Vaucluse et puis plus au sud, ça va jusqu'au cours de la Durance.
Donc en fait, hein, il y a toute une série de sites géologiques qu'on va voir cette semaine qui sont dans le territoire de ce parc, à commencer, hein, par tout le secteur des ocres, bien évidemment. Alors, on voit qu'effectivement là, tout cet ensemble ici a été, enfin un relief qui est moins, vigoureux et a été globalement moins déformé que tout ce qui est autour, au nord, au sud, à l'est. Alors à l'ouest, on voit pas trop parce que c'est la vallée du Rhône. Voilà, donc effectivement, pour les géologues, hein, ce grand ensemble là, qui est plus ou moins d'ailleurs un espèce de grand carré, limité au nord par l'axe Ventoulure, limité au sud par le chevauchement des Alpilles et puis les 2 failles de Salon-Cavaillon et de la Durance, c'est ce que les géologues appellent le PCNP, ce qui veut dire le panneau de couverture nord provençal, qui effectivement a eu un comportement au cours de l'histoire géologique beaucoup plus rigide que tout ce qui l'entoure et donc a été moins déformé. Pourquoi? Pour une raison très simple, et là on commence à rentrer un tout petit peu dans la géologie, c'est que, ce panneau de couverture nord provençal, il est armé en fait par de très épais niveaux calcaires, ceux correspondant justement au dans lesquels s'est développé le karst de Fontaine de Vaucluse, alors qui date du Crétacé inférieur et en fait ça correspond à, alors des récifs, enfin des niveaux récifaux dont on a déjà parlé dans les excursions précédentes de l'association, qui sont ce qu'on appelle les récifs urgoniens. Bon, il y a pas que ça, hein. En fait, dans cette très épaisse dalle calcaire, vous voyez ici, il a une coupe qui, est selon cette flèche qui passe par saut, donc qui est une coupe est-ouest, donc vous voyez cette très épaisse dalle calcaire en beige et d'ailleurs sur cette coupe-là, vous voyez très bien le fossé de Saut-Aurel, hein, qui correspond bien à un graben, donc une zone effondrée, heu, entre 2 failles. Bon et maintenant je tourne, cette carte de 90°. Voilà et là maintenant ce que vous voyez ici, c'est une coupe donc sud-nord qui passe par le par le sommet du mont Ventoux et où là, on voit parfaitement que cette dalle calcaire, hein, elle est redressée ici. Elle forme le sommet du mont Ventoux et cette dalle calcaire rigide, beh, a tenté de passer par-dessus les dépôts plus tendres qui sont au nord, les dépôts des baronnies, via des failles que vous voyez ici inclinées, qui sont ce qu'on appelle des chevauchements. Donc en fait, on dit que le mont Ventoux chevauche vers le nord le domaine des baronnies et ces failles chevauchantes, là, vous les voyez sur la carte, elles sont indiquées par ces traits. Vous avez les petits points ou les petits triangles. Et alors de la même façon que ce panneau de couverture nord-provençal chevauche vers le nord les baronnies au niveau du mont Ventoux, le même phénomène s'est produit, en direction du sud, mais dans le sens inverse. Donc là, vous avez des coupes qui vont du sud vers le nord. Vous avez effectivement le mont Ventoux, les chevauchements ou le chevauchement du mont Ventoux vers le nord et la montagne de Lure. Et vers le sud, vous retrouvez le Luberon qui lui chevauche vers le sud les domaines, provençaux. Voilà et tout ça est lié au comportement rigide de cette immense dalle calcaire que vous avez ici. Alors je vous ai dit qu'elle était, beaucoup moins déformée que le reste, on voit qu'elle a quand même été cassée, fracturée, mais cela dit, voilà, elle a beaucoup mieux résisté que tout ce qui est autour. Alors vous allez voir maintenant une coupe beaucoup plus simple et qui est dans l'autre sens en fait avec le nord à gauche et le sud à droite. Cette coupe, je vais la réutiliser assez régulièrement dans la suite de l'exposé. Voilà, donc vous retrouvez ici ce panneau de couverture nord provençal qui en gros est entre le Ventoux et Coste. Il chevauche vers le nord le domaine des baronnies via ses failles, il chevauche vers le sud le domaine provençaux via ses failles. Et pourquoi est-ce que, ce panneau s'est comporté de manière rigide? Parce que vous avez là ce très épais niveau calcaire du Crétacé supérieur, non pardon, du Crétacé inférieur en vert, qui repose sur le Jurassique en bleu qui lui est beaucoup plus tendre et le tout reposant sur alors le Trias, des dépôts du Trias que vous avez ici en noir et qui ont la particularité d'être particulièrement tendres. En fait, à l'échelle de cet empilement-là, ils ont un comportement plastique et en fait, ils ont permis le glissement de toutes les masses qui sont au-dessus. On appelle ça, en fait, le niveau de décollement. Alors, moi, j'aime bien faire des analogies culinaires, voire pâtissières. Donc, en gros, pour vous donner vraiment une image, vous avez ici un gâteau avec, au sommet, un biscuit très rigide et très épais. En dessous, là, vous avez en bleu une couche de génoise un peu plus molle et puis, enfin, tout à fait à la base, là, vous avez une couche de crème, très, très, fluide
Et vous savez ce qui se passe quand vous essayez de couper un gâteau, un biscuit rigide qui repose sur une couche de crème, non seulement vous n'arrivez pas à couper le biscuit, mais en fait vous le faites glisser sur la crème. Et c'est très exactement ce qui s'est passé dans ce secteur-là, hein. Voilà, vous avez ce panneau-là rigide qui a glissé, au cours de toute l'histoire géologique sur cette couche très tendre du Trias. Pourquoi? On va voir ça après, quand on va rentrer donc dans l'histoire géologique.